d'être surpris de nous voir, mais on est là avec vous pour vous tenir compagnie. Aujourd'hui, à l'émission, nous mettons le cap sur le viol, arme de guerre. Vous le savez, vous en avez entendu parler beaucoup sur le continent africain, mais également un peu partout dans le monde. Vous savez, les femmes, on s'en sert pour X, Y raisons, et on est en 2022. C'est absolument incroyable. Nous recevons à l'émission aujourd'hui une autre grande dame, Madame Sally Ouedraogo. Cette dame est professeure. Et c'est une universitaire de haut rang et c'est avec honneur qu'on la reçoit à l'émission. Bonjour, merci de votre présence. Donc, merci beaucoup pour l'invitation. Madame Ouedraogo, c'est un honneur, comme je viens de le souligner ici, que de vous recevoir. Vous êtes professeur d'université, vous êtes originaire du Burkina Faso, si je ne m'abuse, vous êtes là depuis de très nombreuses années. J'aime bien présenter mes invités synthétiquement. Mais j'aime bien aussi comme on fait chez nous sur le continent. Vous savez, quand on est assis sur l'arbre à palabres, là, on aime bien que les gens se présentent eux-mêmes. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous, Sally Ouedraogo? Allez-y. Comme vous venez de le souligner, donc je suis originaire du Burkina Faso. Je suis professeur titulaire à l'Université du Québec à Chicoutimi et je suis là depuis 2008. En fait, je suis titulaire d'un doctorat en économie appliquée et en tant que professeur, j'enseigne. J'interviens dans la collectivité, je fais de la recherche et surtout dans le cadre de mes recherches et de mes interventions, je me penche sur l'analyse des problématiques liées surtout au genre. Je m'intéresse à la santé des femmes, je m'intéresse à l'éducation des femmes, je m'intéresse aux violences faites aux femmes pour ne citer que cela. Et par ailleurs, durant mes études doctorales, j'ai fait une thèse par article et une de mes thèses portait sur les mutilations génitales féminines, un fléau qui touche plus de 250 millions de femmes et de filles dans le monde. Vous avez mentionné dans votre présentation l'économie appliquée. Juste pour avoir plus de précision, est-ce que nous parlons ici d'économétrie? Nous parlons d'économétrie. Y a-t-il une différence, c'est pas une question piège, là, entre l'économie appliquée et l'économétrie? Oui, il y a une différence importante parce que l'économétrie, on l'utilise comme outil pour analyser les phénomènes sociaux. Donc, quand on parle d'économie appliquée, c'est surtout parce qu'on fait de la recherche en utilisant l'économétrie, en utilisant les statistiques, en utilisant les probabilités. Donc, on teste les faits, on utilise les données pour tester les phénomènes qu'on analyse. Donc, l'économétrie est un outil. C'est très intéressant, c'est vraiment très, j'aime ça, c'est très intéressant. Dites-moi, comment est-ce que vous vivez ça avant de rentrer dans le vif du sujet comme tel? Comment est-ce que vous le vivez comme femme noire, africaine, professeure d'une université où vous êtes directrice aussi, je m'abuse bien, de recherche au niveau de maîtrise, doctorat? C'est beaucoup de travail, en plus de tout ce que vous faites. Comment ça se passe pour vous? Comment est-ce que vos collègues, hommes, blancs, et aussi les étudiants, vous êtes jeune, belle, ravissante. Comment est-ce que ce monde-là réagit lorsqu'on vous voit avec ce sourire? Ça fait plaisir, mais avant de répondre directement à votre question, ça fait depuis 2008 que je vis au Saguenay et à l'UQAC ici. J'ai d'abord été professeure, j'ai été directrice du recrutement et de la mobilité internationale. J'ai été directrice de la maîtrise en gestion des organisations et je suis présentement directrice de la maîtrise en gestion de projets et directrice des programmes délocalisés de l'Université du Québec à Chicoutimi au Sénégal. Donc, vous voyez, dès là déjà, vous vous rendrez compte que je m'intègre très, très bien au niveau professionnel, mais le début n'a pas été facile parce qu'en tant que femme, en tant que noire, et aussi, vous l'avez dit, je parais très, très jeune. Donc, on se rend compte qu'on a un double défi souvent à relever. Défi au niveau de nos collègues qui se demandent comment vous avez fait. Est-ce que c'est sûr que vous avez le doctorat? Est-ce que vous avez fait... Comment vous faites pour parler si bien le français? Et auprès des étudiants, c'est souvent des tests parce qu'ils se disent, c'est pas sûr quel est le doctorat. Est-ce qu'elle maîtrise vraiment l'économie? Est-ce qu'elle peut nous enseigner? Donc, l'intégration a été très facile pour moi. L'intégration professionnelle a été très facile pour moi. J'ai été chanceuse, je peux le dire. Mais l'intégration sociale souvent cause problème parce que les gens se posent des questions et on est en région. On n'est pas à Montréal. Donc, c'est souvent un peu plus complexe. Vous n'êtes pas au lac Saint-Jean, mais plutôt vous êtes au Saguenay, c'est bien ça? Moi, je suis au Saguenay, oui. Au Saguenay, exactement, oui. Ok, écoutez, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet comme tel. Vous avez fait une recherche justement sur les mutilations.
Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus? Et aussi, qu'est-ce qui vous a poussé justement à vous intéresser à cet organisme qui, en fait, ici à Montréal, avec Madame Moumou Bumba, on parle d'Organi Royal. Oui, mais les mutilations, c'est vrai, quand je partais à des conférences ou à des colloques, tout le monde me demande, mais pourquoi une économie s'intéresse aux mutilations génitales féminines? Et je leur disais que l'économie, c'est une science sociale, c'est une science qui analyse les phénomènes sociaux. Et moi, j'ai été intéressée à cela parce qu'au Burkina, je voyais que c'était vraiment un fléau. Et quand je faisais mes études, que ce soit à l'école primaire ou au secondaire, cet élément ressortait. Et les gens posaient des questions aux filles. Est-ce que tu es mutilée? Si tu n'es pas mutilée, c'est mal vu, c'était mal perçu auprès de tes... On va juste en fait, éclairer notre sujet parce que je pense qu'on se comprend très bien, le public aussi, mais j'aime bien être plus précis. Lorsque vous dites mutilé, ça veut dire quoi concrètement, précisément? Au Burkina Faso, plus précisément? Et quand je parle de mutilation au Burkina Faso, c'est plus l'excision des jeunes filles. Donc l'excision qui peut prendre plusieurs formes, et on ne va pas s'attarder là-dessus, Oui, mais oui, bien c'est sûr. mutiler une partie génitale de la femme, c'est surtout le clitoris, mais ça peut aller plus gravement parce qu'on peut attaquer même les petites lèvres et les grandes lèvres de la petite fille. Oui, mais d'accord, mais Donc, ça, c'est relié à la culture. Est-ce que je me trompe? mais durant ma thèse, je montrais que ce n'était pas seulement relié à la culture. C'est ce qui est intéressant à faire ressortir avec la recherche. Durant ma thèse, j'essayais de voir quels sont les éléments qui poussaient les parents à mutiler leurs filles. Et je me suis rendu compte que ce n'est pas seulement culturel, parce que c'est des éléments ethniques qui rentrent en ligne de compte, c'est des éléments socio-économiques aussi. Par exemple, les personnes éduquées mutiler leurs filles, les personnes qui n'étaient pas éduquées, mutiler leurs filles, les personnes qui étaient riches sur le plan monétaire, mutiler leurs filles. Et de l'autre côté, on a des gens qui refusaient catégoriquement, qu'ils soient musulmans, qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient de telle ou telle ethnie. Donc, on ne pouvait pas dire automatiquement que c'est seulement la culture qui permettait d'expliquer le choix que les parents font. Et dans ma thèse, je suis arrivée à démontrer que les parents prenaient cette décision comme un investissement dans la mariabilité de leur fille. Excusez-moi le mot mariabilité, parce qu'on s'est rendu compte que sur le marché, les hommes demandaient, pendant les données que j'ai utilisées, les hommes demandaient plus des filles qui étaient mutilées. Donc, c'était comme une norme sociale qui était excisée. Parce qu'on ne voulait pas que ces femmes ressentent la jouissance. Disons en fait carrément, on ne voulait pas que ces femmes atteignent l'orgasme, tout simplement. Voilà, c'est ça. Parce que pour eux, une femme excisée était moins frivole. Et donc, pour eux, elle allait être soumise, entre guillemets. Donc, pour eux, c'était mieux de choisir des femmes excisées. Donc, vous avez raison, on se dit, c'est violer des droits des femmes et on ne veut pas que la femme jouisse vraiment de tout ce qu'elle devait jouir dans sa vie. J'ai une question ici que le public se poserait. On ne connaît pas tous les éléments, mais vous avez mentionné les parents. Les parents prennent une décision. On parle ici d'une fille qui va se marier. Logiquement parlant, je ne vous pose pas la question l'âge, mais normalement, on se marie quand on est majeur. C'est une décision personnelle entre soi et la personne avec qui on se marie. Et là, j'entends les parents prennent la décision et donc excisent leur enfant. Mais pourquoi pas la personne elle-même qui prend sa décision de ne pas se faire exciser ou exciser? Malheureusement, la décision est prise par les parents. Pourquoi? Parce que la jeune fille est excisée quand elle a genre 7 ans, 8 ans et pire encore. Beaucoup de pays ont pénalisé cette excision et l'âge devient encore plus jeune. On excise les bébés, les enfants de 4 mois, de 3 mois. Donc c'est les parents qui prennent la décision parce que ce n'est pas la fille qui choisit. Elle est mineure et elle ne choisit pas. C'est les parents qui choisissent de le faire parce qu'elles se disent qu'en excisant la fille, elles font un investissement. Sur le marché du mariage, elle pourra se trouver un mari, parce que le mariage est encore plus important. Et quand je vous disais que durant ma thèse, j'ai essayé de voir, choisir d'éduquer la fille ou de l'exciser. Donc, c'était comme un paradoxe qui était là. Je choisissais de l'exciser parce que je me disais, elle allait trouver un bon mari et l'éducation, on va choisir plus d'éduquer le garçon
et après la fille, on va penser au mariage, au mariage. Heureusement, ces mentalités sont en train de changer, mais je peux dire malheureusement, il y a toujours des parents qui raisonnent de cette façon dans la prise de décision. On a parlé du Burkina Faso, on a parlé de l'excision que l'on retrouve globalement dans de nombreux pays d'Afrique de l'Ouest, pas seulement le Burkina Faso. Et je souligne ici que des nombreux Africains n'aiment pas trop qu'on en parle, ils n'aiment pas beaucoup que l'on en parle. Je l'ai déjà vécu personnellement pour avoir en parlé dans une émission et je sais qu'il y a des hommes qui n'ont pas aimé ça, tout ça. Mais malheureusement, on n'a pas le choix que d'en parler puisque ça existe. Là, je vais tourner vers l'autre partie. On revient à Organi Royal de Mme Moumou Bumba. J'ai vérifié, il existe déjà d'autres formes d'organisation. On parle des femmes de cœur sur le continent africain. Entre autres, les femmes d'État, les femmes de chefs d'État, Madame Samora Machel, entre autres, on en a beaucoup parlé, ainsi que d'autres femmes d'État. Donc, Montréal, vous avez mis l'accent sur ça ici, pour sensibiliser en fait les populations, les femmes, les hommes aussi. Vous, personnellement, quel est votre sentiment lorsque vous avez suivi en fait, Madame Moumou Bumba, vous avez vu certaines vidéos, vous avez entendu le docteur Mukwege de ce scandale absolument incroyable dans l'Est de la République démocratique du Congo. Quel est votre point de vue par rapport à en fait, tout cela? Mais premier élément qui m'a marqué, j'ai rencontré Muriel lors d'une entrevue et j'ai été frappée par le fait que c'était une femme passionnée et passionnante. Et aussi frappée parce que je ne voyais pas de couleur politique dans, j'insiste là-dessus, je ne voyais pas de couleur politique dans la cause qu'elle défendait. Et ça rejoignait vraiment mes convictions personnelles et surtout, ça rejoignait mes intérêts de recherche. Parce que je sais très bien que les violences, tout type de violence à l'égard des femmes, et surtout dans les pays africains, tout type de violence, on se rend compte que c'est une crise sanitaire mondiale, elle concerne tout le monde. Et pour moi, ces violences violent les droits des femmes. Et le troisième point, moi, depuis que je fais mes études, j'aspire à un monde juste, à un monde de liberté. C'est surtout ça qui m'a poussé à immigrer au Canada. Monde de liberté, un monde équitable et un monde inclusif. Pour moi, les femmes doivent être présentes partout. Donc, c'était pour moi un canal de collaborer avec Muriel et de dire oui, je veux qu'on m'écoute, je veux qu'on me fasse une place pour que je participe en tant que femme au développement, que je participe en tant que femme qui puisse accompagner d'autres femmes pour qu'on défende nos intérêts, pour qu'on défende nos droits, parce que nous sommes les victimes et on doit être impliqué dans toutes les décisions qui vont être prises pour ces violences faites aux femmes. C'est surtout ça qui m'a poussé à aller vers Muriel, pour l'aider, pour l'accompagner. Dites-moi, comment expliquez-vous que ce drame qui existe depuis de nombreuses années, comment expliquez-vous que cette situation marquante qui touche les femmes, pas seulement en République démocratique du Congo, mais également dans d'autres pays tels que la Libye, sous M. Kadhafi, où j'ai personnellement consulté l'ouvrage dans le harem de Kadhafi, aux éditions Grasset et Fasquelle, Les Proies. Je crois que vous avez lu cet ouvrage-là, où c'est terrible, c'est absolument affreux, 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 où pendant plus de 40 ans, cet homme a agi en monstre. Bref, dites-moi, aujourd'hui, nous sommes face à un grand public qui nous suit, qui nous regarde, qui vous écoute. Synthétiquement parlant, qu'est-ce qu'on doit retenir? Que peut faire le public qui nous suit actuellement, les femmes, les hommes qui nous suivent actuellement? Que peuvent-ils faire? Mais pour moi, les personnes qui nous suivent actuellement peuvent soutenir l'organisation ou l'organisme de Muriel, où on voit que des femmes, malheureusement, des centaines de femmes sont utilisées comme armes de guerre. On utilise le viol comme arme de guerre pour détruire la vie de ces femmes, pour détruire la vie de ces familles en République démocratique du Congo, par exemple. Donc, pour moi, je demande à tout un chacun de soutenir cette organisation parce qu'on mène une campagne de financement pour les femmes violées au Kananganga, dans le Kasaï central, en République démocratique du Congo. Kananga, et, oui, Kananga. Oui. Donc, on demande le soutien des femmes parce que ça fait quelques mois qu'on cherche seulement 10 000 $ pour aider les femmes à une autonomisation financière, pour les accompagner, pour produire du savon, pour faire de l'élevage et autres. Et malheureusement, on n'arrive pas à atteindre ce montant.
Donc, pour moi, c'est l'appel que j'ai cet après-midi à lancer pour que les gens nous accompagnent pour pouvoir aider ces femmes. Donc, c'est les gouttes d'eau qui vont former la mer et chacun peut y participer en passant par des organisations comme Organi Royal. Dites-moi, en fait, dernière question, parce que pour le public qui nous suit, nombreux se posent cette question et moi, je me mets toujours dans la peau du public parce que je suis moi-même le premier public. On se demande, mais au fait, on entend des choses terribles, les femmes violées en série, comme dans le cas de la Libye. Je pose la question à leur place. Dites-moi, pourquoi ces hommes font-ils ces bassesses? Il doit avoir des raisons. Quel est l'objectif, quelque part, recherché? Seulement diminuer la femme? Non, on se sert de la femme. Mais pourquoi? C'est ça ma question. Quel objectif recherchent ces hommes, selon vous? Mais vous posez une grande question parce qu'on se dit que c'est une question d'actualité, c'est une question qui nous taraude depuis des années et des années. Pour moi, il faut que dans la société, pour moi c'est important, il faut que dans la société, on sache d'abord que la femme est l'égale de l'homme et qu'on se dise qu'on doit impliquer les femmes dans toutes les décisions. Donc, tant qu'on n'arrive pas à là, qu'on sache que les femmes doivent participer à la gouvernance, participer politiquement parlant, elles doivent avoir leur place dans toutes les sphères de l'économie. C'est parce qu'on n'a pas cette place et parce que dans la société, on est en 2021, bientôt en 2022, mais toujours dans la société, on se rend compte qu'on soit dans les pays développés, qu'on soit dans les pays en voie de développement, la femme n'a pas la même place que l'homme. Donc, à partir de là, tant que la société ne lève pas ce tabou et dise qu'on est tous égaux, on va toujours brimer les droits des femmes et surtout dans les pays en voie de développement, on va brimer les femmes parce qu'elles n'ont pas cette autonomie financière, elles ne peuvent pas participer aux prises de décision, elles ne peuvent pas participer aux décisions dans le ménage, elles ne peuvent pas s'exprimer parce que souvent il y a des barrières socioculturelles qui disent qu'elles n'ont pas le droit de s'exprimer. Donc pour moi c'est très très important qu'on prenne des décisions en les impliquant, qu'on les écoute et qu'on se dise aussi quelles sont les compétences et les connaissances nécessaires pour participer à la gouvernance des entreprises, à la gouvernance des pays, à la gouvernance de la famille, à la gouvernance de la société dans son ensemble. Je termine là-dessus par une question qui n'a peut-être pas de lien, me diriez-vous, Madame la professeure. Vous vivez au Québec, vous vivez à Chicoutimi, n'est-ce pas? J'adore cette ville, Chicoutimi, au Saguenay, non pas au Lac-Saint-Jean, un peuple tellement fier. Au Saguenay, je vous invite. Ah oui, ils sont tellement fiers, les gens de Chicoutimi. Mais dites-moi, que répondez-vous à tout ce qu'on voit dernièrement ici? Nous vivons ici au Canada. Je reviens ici, beaucoup de femmes se font assassiner, il y a des meurtres horribles. Votre dernier commentaire? C'est frustrant et décevant de voir tous ces éléments. Et il y a des moments où on se dit, est-ce qu'il y a vraiment des solutions? On voit que des politiques sont mises en place, des actions sont prises et on est dans un pays de droit où les femmes peuvent s'exprimer. Malheureusement, on vit toujours ces drames, c'est frustrant, c'est écœurant. Pour moi, le combat doit continuer. On doit toujours continuer à chercher des solutions. Mais pour moi, la recherche de ces solutions, il faut que les femmes soient écoutées. Il faut que les femmes soient là. Il faut un système de justice adapté à ces situations que nous vivons. Donc, il faut des politiques adaptées parce que pour le moment, les politiques que nous avons, malheureusement, on voit toujours des féminicides, on voit toujours des femmes qui sont tuées tous les jours. Donc, c'est vraiment frustrant, Harry, je peux vous le dire, c'est frustrant parce qu'on ne sait vraiment pas qu'est-ce qu'il faut faire malgré les politiques qu'on met en place, malgré toutes les stratégies qu'on met en place. Mais pour moi, le nœud, c'est impliquer les femmes dans tout ce qu'on fait. Et si on va au Canada, pour moi, le système, on doit avoir un système adapté vraiment aux situations que nous vivons. Système de justice. Professeur Ouédraogo, merci infiniment de nous avoir accordé cette interview. C'était très intéressant. Je vais vous souhaiter une excellente journée, une excellente fin de journée. Et je suis certain que vos étudiants sont très contents de vous voir s'ils ont l'occasion de vous suivre à cette émission. Merci encore une fois et portez-vous bien. Merci beaucoup pour cette invitation et puis portez-vous bien aussi. Je vous souhaite de joyeuses fêtes si on n'a pas l'occasion de se revoir. La santé, le succès et la vie.
et surtout les